Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois quelques caméras qui sont ouvertes, donc j'identifie quelques collègues. Et avant même de commencer cette formation, je vais vous en annoncer le déroulé. Ensuite, je laisserai la parole aux inspecteurs pédagogiques, Monsieur Mabille et Monsieur Lalmy, s'ils souhaitent dire quelques mots. Et ensuite, eh bien, nous commencerons directement. Alors, tout d'abord, bienvenue à vous tous dans cette salle de conférence virtuelle du Mémorial Charles de Gaulle. Voilà comment va se dérouler cette formation CNRD. Dans un premier temps, nous allons vous projeter une petite vidéo très brève de 5 minutes qui va vous permettre de prendre connaissance du contenu de l'exposition 1940, il est devenu de Gaulle, qui était en connexion avec le concours national de la résistance et de la déportation de cette session qui renouvelle la session précédente. Et ensuite, vous aurez la chance de pouvoir écouter un entretien avec mon voisin, Monsieur Ange Rotilio, ancien résistant et ancien combattant de la première armée française du général de Lac de Tassigny, qui nous fera part donc à travers un entretien. Alors pendant cet entretien, il n'y aura pas d'interaction avec les participants. En revanche, toutes les questions que vous aurez envie de vous poser, vous pourrez les poser ensuite à l'issue de l'entretien. Et Monsieur Rotilio se fera un plaisir de vous répondre. C'est mon collègue Alexandre Niès du service éducatif du Mémorial qui filtrera donc les questions et qui distribuera la parole. Donc voilà le plan de cet après-midi de formation. Et puis je vais laisser la parole à Jean-François Mabille et ensuite à Pascal-Éric Lalmy, nos inspecteurs pédagogiques régionaux. Tout d'abord, la parole à Jean-François Mabille, référent académique mémoire et citoyenneté. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Alexandre, bonjour monsieur. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, une première pensée donc, pour cette année, une meilleure vœu donc pour cette nouvelle année qui débute. Et avec ce thème donc du concours national de la résistance qui a été donc, vous le savez, renouvelé suite à ce qui s'est passé donc l'année dernière et l'annulation donc des épreuves. Voilà. Donc le choix qui a été fait a été de faire une formation à distance. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Une formation donc à distance, puisqu'on nous a demandé effectivement d'éviter, vu le contexte, les formations donc en présentiel. Voilà. D'où la forme de la formation donc d'aujourd'hui. Nous avons eu un retour des inscriptions au CNRD des 4 départements. Les chiffres sont plutôt à la baisse, forcément, vu le contexte également. Bien. Alors, je ne vois pas tout le monde, je ne connais pas tout le monde. Est-ce que vous avez pour l'instant un retour du travail que vous faites avec les élèves? Est-ce que certains veulent exprimer peut-être quelque chose? Allez-y, rapidement avant qu'on commence. Quelqu'un peut prendre la parole? Que ce soit dans les Ardennes, la Marne, l'Aube ou la Haute-Marne? Bonjour à tous. Oui. Mathieu Pourry. Oui. Stéphane Essel et moi j'ai plutôt plus de groupes là que l'an dernier, mais donc soit les travaux de groupe, les élèves commencent à travailler correctement. Ce sont des élèves très, très sérieux en général. Et les autres ont été intéressés par commencer leur recherche, donc ça avance doucement, mais sûrement. Et l'inscription est faite auprès de la DSDEN? Oui. Pas de problème. Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Oui, bonjour, Francis Villalouette. Oui, donc moi de mon côté, ça commence. Tu m'entends, Jean-François? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui, donc moi le travail a commencé depuis octobre, doucement mais sûrement. Et puis c'est un travail d'un groupe, qui en liaison avec la professeure d'art plastique. Donc ça se passe pas trop mal.
Bon, pour l'instant, ils sont sur la réalisation concrète, hein, et sur les recherches encore. D'accord. Et là aussi, vous êtes bien inscrit à la DSDEN. Oui, ça a été fait, hein. Moi, je vais passer, hein, l'inscription, hein. D'accord. Est-ce qu'il y a un exemple dans l'Aube, dans les Ardennes éventuellement? Bonjour, au lycée chrétien de Troyes, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un travail qui est engagé avec une classe de SP de terminale sciences politiques. Et ce sont des travaux de groupe. Ça avance. D'accord. L'inscription est faite aussi là auprès de la DSDEN. Je l'ai faite auprès du chef d'établissement. Je vais m'assurer comme quoi c'est bien fait à la DSDEN, par contre. D'accord. Merci. Et pour les Ardennes, si quelqu'un veut témoigner? Alors moi, je suis pas dans les Ardennes. Doris de Lambilly au collège Saint-Joseph à Romilly-sur-Seine. D'accord. Donc nous travaillons avec des élèves de 3e depuis le mois d'octobre pour les travaux individuels, enfin le travail individuel, pas les travaux de groupe. Et puis ça avance régulièrement. Ce sont des élèves sérieux, ça progresse bien. Et pour l'inscription? Je l'ai effectué auprès de Monsieur Finot, donc normalement tout est en ordre. D'accord. Très bien, merci. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, Madame Ramelot, professeure à la CEP de Bazeilles. Voilà, donc je me suis connectée un petit peu tard, je sais pas enfin, je me suis connectée il y a à peine 5 minutes, je suis désolée du retard. Je pense que vous parliez de qui s'était inscrit, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc nous, on avait fait donc avec des élèves de Terminal Bac Pro, on a fait notre projet déjà l'an dernier, qu'on avait rendu juste avant le confinement. Voilà, avant que tout soit fermé. Et donc, voilà, le travail était rendu. Et comme le sujet est le même cette année, on reste sur ce projet. Et c'était rendu à l'inspection académique à Charleville-Mézières. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Bien. D'autres témoignages sinon? Bien, on peut peut-être alors donc passer à la phase suivante, Loïc. Ben, pas de souci. Avant tout, je tiens à... Attends, Loïc, parce que Pascal peut-être voulait prendre la parole. Je crois qu'il est, je vois la caméra. Oui, juste pour bonjour à toutes et bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous saluer à la suite de Jean-François. Je ne pourrai malheureusement pas assister à toute la formation avec vous aujourd'hui puisque j'ai d'autres obligations, mais voilà, comme je l'avais dit à Jean-François et à Loïc, j'ai pu me libérer un petit instant pour être là au début. Donc je vous souhaite une très bonne formation et j'espère qu'elle vous sera profitable pour vous et pour vos élèves. Merci beaucoup. Alors, avant même que l'on commence, je tenais particulièrement à remercier le président du mémorial Charles de Gaulle, M. Nicolas Lacroix, le directeur général délégué, M. Laurent Dumont, parce que, bien évidemment, cette formation en termes d'infrastructure et de mise à disposition de matériel bénéficie de la logistique du mémorial Charles de Gaulle. D'ailleurs, opère aussi le directeur adjoint Thomas Vautier, pour faire en sorte que l'ergonomie et le confort de tous soient au rendez-vous. Je tiens également à remercier, il est présent ici, à la droite de M. Rotilio, M. Raphaël Mercier, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Marne, par l'intermédiaire de qui l'entretien avec M. Rotilio a pu être préparé en toute confiance. Et il s'est également investi pour permettre à M. Rotilio de se déplacer jusqu'à nous. Donc, je tenais à le remercier parce que l'ONAC fait partie des partenaires de confiance que nous avons, au même titre que l'Association des Amis pour la Fondation pour la mémoire de la déportation.
dont des représentants sont présents ici. Et leur concours est également important dans l'organisation de ce concours national de la résistance et de la déportation. Donc, je tiens à les saluer. Je sais que nos inspecteurs pédagogiques sont très sensibles à la manifestation de soutien associatif qui nous rend d'immenses services. Voilà, peut-être si Monsieur Mercier veut rajouter quelque chose ou... Non, simplement bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici, mais l'interlocuteur principal, c'est surtout Ange Rotilio, qui a beaucoup de choses à raconter. Et je remercie également d'être venu, d'être présent aujourd'hui parmi nous. Oui, mais c'est le moindre des choses. Eh bien, dans un premier temps, donc, je rappelle la thématique du concours. Donc, c'est comprendre, refuser, résister et 1940 comme année de référence. Bien évidemment, au Mémorial Charles de Gaulle, nous nous sommes investis dans cette direction avec une exposition qui a rencontré le succès. Malheureusement, parmi vous, certaines et certains collègues avaient planifié des visites de cette exposition, mais le contexte sanitaire les en a privés. Donc, nous avons concocté une brève vidéo de 5 minutes qui vous restitue le contenu de l'exposition. Cette vidéo pourra être téléchargée par la suite. Nous vous donnerons des liens de façon à pouvoir la télécharger, donc cette vidéo, et même l'intégralité de ce qui va être dit durant cette formation, de façon à pouvoir soit le remontrer à des élèves et le réutiliser avec eux, surtout s'ils préparent donc le concours, ce qui sera donc intéressant, je pense, pour eux. Et donc, cette vidéo a été réalisée en équipe avec notamment Philippe Broman à l'image et au montage. Et je me suis occupé du commentaire et de la synchronisation. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va partager l'écran et on va vous laisser regarder cette brève vidéo avant de passer au cœur de notre formation, l'entretien avec Monsieur Ange Rotilio. Je vous remercie. À tout à l'heure. Mars 1967, lors d'un entretien avec Alain Perfit, Charles de Gaulle répondit à la question que tout citoyen se pose. Pourquoi avoir choisi de partir à Londres le 17 juin 1940 ? Continuer la lutte aux côtés des Britanniques relevait du défi. Après Dunkerque, après la rupture du front de la Somme, l'encerclement des armées françaises de l'Est, la prise de Paris et enfin le franchissement de la Loire par les Allemands le 17 juin. La réponse fut limpide. Une maigre division blindée, formée à la hâte, sans encadrement et sans entraînement, venait de retourner la débâcle en succès sur un point du front Montcornet. Voilà la raison de l'exposition du mémorial Charles de Gaulle, 1940, il est devenu de Gaulle. Septembre 1939, ayant quitté le commandement du 507e régiment de chars de combat à Metz, le colonel de Gaulle vit la drôle de guerre en Alsace comme chef des chars de la 5e armée du général Bourret. La participation de quelques chars légers Renault R-35 à la timide offensive de la Sarre est à noter début septembre 1939. Le 12 mai 40, le colonel de Gaulle gagne le Vésinet dans l'ouest parisien. Son bureau l'attend, Villa-Beaulieu, son poste de commandement de la 4e division cuirassée de réserve générale, dont il est le chef. Sa mission est de couvrir au nord la 6e armée du général Touchon qui reconstitue un front entre les chars allemands et Paris. De Gaulle veut atteindre le carrefour de Montcornet, au nord-est de Laon, par où les chars allemands passent depuis la percée des 13-14 mai à Sedan. Le premier ordre d'opération du colonel, daté du 16 mai, est clair. Il positionne des bouchons sur les 2 itinéraires prévus pour lancer ses chars, et un 3e bouchon protège l'arrivée de chars venus d'Alsace. La bataille de Montcornet commence le 17 mai. Au sud, les chars légers Renault R-35 attaqueront seuls Montcornet, puis ce sera le tour au nord de chars moyens appuyés par des chars lourds. Retour au 16 mai. Le colonel de Gaulle a installé son poste de commandement à Bruyères dans une habitation du village. Ces 3 bouchons au groupe de combat sont formés de quelques chars légers, de soldats combattants à pied et surtout de canons de 75 mm utilisés pour détruire des véhicules. Ces 3 bouchons interdisent l'utilisation des routes choisies par le colonel pour l'attaque des chars du lendemain. Le soir du 16 mai et le matin du 17, ce choix s'avère utile, car des véhicules allemands sont détruits à hauteur du bouchon du pont de Chivres sur l'itinéraire qu'utiliseront les chars lourds et moyens. Les chars moyens sont du modèle Renault D2 blindé à 40 mm, équipés d'une tourelle avec canon de 47 mm anti-char. Les chars lourds sont du modèle Renault B1 bis blindé à 60 mm, armé d'un canon de 75 mm tirant vers l'avant et d'une tourelle avec canon de 47 mm anti-char. C'est le char moderne le plus puissant de l'époque. La division attaque
le 19 mai au nord de Laon. Elle accroche les divisions blindées allemandes sur la rivière Serre. L'attaque progresse en 3 colonnes de chars depuis Laon vers le nord. Au repos derrière la ligne de front, la 4e division cuirassée est réorganisée. Elle obtient le soutien du 22e régiment d'infanterie coloniale pour attaquer une tête de pont installée par les Allemands au sud d'Abbeville. Le 28 mai, depuis le sud de la poche d'Abbeville, 3 colonnes de chars attaquent. Le 29 mai, les chars français progressent encore et les Allemands s'enfuient. Pourtant, le 30 mai, l'ultime attaque de chars lourds B1 bis butera sur des canons antiaériens allemands de 88 mm, utilisés victorieusement par les derniers défenseurs allemands qui résistent depuis le mont Cobert. La 4e division cuirassée de réserve est alors mise au repos en arrière du front le 31 mai. Le colonel de Gaulle devient le 1er juin général de brigade à titre temporaire, nommé par le général Weygand suite à ses succès sur le terrain. Appelé au gouvernement par son protecteur, le président du Conseil Paul Reynaud, il y entre le 5 juin comme sous-secrétaire d'État à la Défense et à la guerre. Pendant ce temps, l'armée allemande attaque sur le front français. Les nouveaux membres du gouvernement sont présentés par Reynaud à l'Élysée au président de la République Albert Lebrun. Le général de Gaulle, en uniforme, paraît décidé. Son bureau du ministère de la Guerre, près de son supérieur Paul Reynaud, qui lui confie une mission délicate, sauver l'alliance britannique, en rencontrant le Premier ministre Winston Churchill, le 9 juin à Londres. Au sein du gouvernement français, il s'oppose au maréchal Pétain à qui a une demande d'armistice. 16 juin, c'est Pétain qui l'emporte. À Bordeaux, Reynaud démissionne. Le maréchal Pétain annonce le 17 juin à la radio sa demande d'armistice. De Gaulle décolle de Bordeaux pour Londres, où il retrouve Churchill, qui lui accorde de parler à la BBC. Pourtant, les responsables britanniques sont divisés. Il faut la conviction du général Spears et du ministre de l'Information Duff Cooper pour convaincre les opposants. 18h, le général de Gaulle se présente au studio de la BBC à Regent Street. Son appel est diffusé à 22h, heure anglaise d'été, 20h, heure française. Le général Charles de Gaulle est devenu de Gaulle, chef politique de la France libre et âme militaire de la résistance pour les Français qui refusent d'accepter la défaite de l'armistice. 22 juin, le gouvernement Pétain accepte l'armistice. 14 juillet 1940, à Londres, Charles de Gaulle s'affirme en chef de la France libre, entité étatique qui prolonge la République, pourtant abolie à Vichy le 10 juillet. Monsieur Rotilio, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Quand êtes-vous né? Et où exactement? Enfin, où viviez-vous en 1940? Étiez-vous toujours inscrit à l'école primaire ou au lycée? Oui, alors, qui êtes-vous? Oui. Ange Rotilio. Mon âge, 96 ans, j'habite Blaise. Et vous êtes né dans quel Je suis né en Italie, à la province de l'Aquila, qui est à une centaine de kilomètres de Rome. Je suis parti de l'âge de 2 ans d'Italie pour venir à Antma. Alors donc, je connaissais peu l'italien, peu l'Italie, mais j'y suis retourné une fois seulement, voir encore un oncle de la famille, et puis voir des neveux, des nièces. Enfin, c'est dommage que c'était si loin. Et puis alors, dans ce moment-là, on tenait le commerce, on ne prenait pas beaucoup de vacances. Alors bon, 15 jours, c'était court pour voir tout ce qu'il y avait à voir. Et donc, étiez-vous toujours inscrit à l'école primaire ou au lycée? Parce que c'est ce genre d'information qui intéresse également. Oui, j'étais inscrit à l'école primaire de Marbéville, canton de Vignory. D'accord. Et alors, bon, j'ai fait, comme nous habitions dans une cabane dans la forêt de l'Étoile, à environ 5 km, pour faire le trajet pour venir à l'école le matin et 5 km le soir, quand les hivers qui étaient rudes, en ce moment-là,
Alors, bien sûr, et puis il y avait la bronchite. Bon, je n'ai pas pu aller au certificat d'études. Mais enfin, j'en ai appris beaucoup depuis. Alors, comme nous cherchons à comprendre, c'est une des thématiques du concours national de la résistance et de la déportation, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'il vous est arrivé entre le 10 mai 1940 et le 25 juin 1940? Donc, entre le moment où l'armée allemande attaque à l'ouest et le 25 juin 1940, le moment où en fait l'armistice entre en application. Oui, alors je parle déjà de la débâcle, l'exode. Alors j'avais 16 ans et on est allé depuis Marbéville jusqu'à Montbord. Et en revenant, on a eu le malheur de voir que quand on est allé chercher du lait parce qu'il y avait des petits-enfants qui avaient besoin d'avoir du lait, on est allé dans la commune, je ne me rappelle plus, mais c'est auprès de Montbord. On a vu qu'il y avait les Allemands qui étaient là. Alors on était dépassés. Et puis quand on est revenu parce que jusqu'à Marbéville, ça faisait quelques kilomètres. Et en revenant, bon, on croisait les Allemands avec les motorisés, avec des bicyclettes. Et moi qui n'avais pas la bicyclette parce que je conduisais le cheval de la voiture où c'est qu'il y avait des personnes, alors ma bicyclette, c'était le grand-père qui l'avait pris, qui faisait l'éclaireur. Et au bout d'un moment, il croise des Allemands en bicyclette. Il y en a un que sa bicyclette ne marchait pas bien, alors il a pris ma bicyclette. Mais il a redonné la bicyclette où c'est qu'il y avait une plaque qui était soudée avec un matricule. Alors j'ai dit, on ne va pas pouvoir la ramener parce que les Allemands vont croire qu'on a volé ou on a tué l'Allemand pour avoir la bicyclette. Alors du coup, j'ai plus de bicyclette, j'en ai pu racheter. Voilà, c'était ma première bicyclette. Alors, pour préciser les choses, qu'avez-vous ressenti, on revient un petit peu en arrière, qu'avez-vous ressenti lors de la déclaration de guerre à la France de l'Italie fasciste de Mussolini le 10 juin 1940? J'en étais écœuré. Parce que mon père, lui, il avait fait la guerre en 15, parce que l'Italie avait déclaré la guerre à l'Allemagne, l'Autriche, en 1915. Il a fait la guerre, il a été 3 ans, il a fait la guerre. Alors bon, je ne sais plus si j'en suis dans la question. La déclaration de guerre de l'Italie fasciste à la France le 10 juin 1940, oui. Quand la France est mal en point en fait. On était écœurés. On l'a regretté beaucoup, mais on ne pouvait rien faire. Alors, bon, et puis j'ai reçu, je ne sais pas si je l'ai déjà déclaré, que j'allais avoir 20 ans. J'ai reçu du consul de Nancy d'Italie un ordre pour aller faire mon service militaire en Italie. Vous pensez que je pensais guère d'aller servir ce salaud de Mussolini? Alors là, j'ai dit pour ne pas être arrêté, bon, je me suis... j'ai parti dans l'espace sans être... Oui. Alors, pendant un certain temps, et c'est qu'après la libération de la Haute-Marne, les premiers villages de la Haute-Marne, le canton de Vignory, que j'ai dit, cette fois-là,
je prends un engagement, je suis allé à la gendarmerie de Vignory. Alors, on y reviendra, Monsieur Rotilio, on va revenir à cette partie, mais avant d'aller aussi vite à votre engagement, plusieurs petites questions. On a vu que vous n'étiez pas d'accord avec la déclaration de guerre de Mussolini. Ah ben non, on a été écœurés. Ce qui se comprend vu le passé de votre famille. Et quand avez-vous appris la demande d'armistice du gouvernement du maréchal Pétain? Est-ce que vous en avez entendu parler de cette demande d'armistice quand vous étiez dans on n'avait pas de radio. Et c'est des bûcherons, parce qu'on habitait en cabane dans le milieu de la forêt de l'Étoile. Et c'est des bûcherons qui venaient travailler de Marbéville. Ils avaient des chantiers qui travaillaient auprès de notre chantier, qui nous avaient appris que la demande d'armistice? La demande d'armistice. D'accord. Donc, vous ne l'avez pas entendu à la TSF? Ah, ben, on n'avait pas de télé. On avait tout le nom pas pétrole. Donc, et en tant que jeune vivant en France, quel a été votre sentiment quand vous avez entendu parler de cette demande d'armistice? Quel a été votre sentiment? Quel a été votre... on n'était pas d'accord. Hein. On n'était pas d'accord. Beaucoup de jeunes que je connaissais, bien sûr, sur le territoire de Marbéville, les jeunes n'étaient pas d'accord non plus, bien sûr. Mais on ne pouvait rien y faire. Donc le sentiment était à la résignation plutôt à l'époque? Il était plutôt à la résignation au tout début, donc au moment de l'armistice? Non, parce que j'ai quand même quelquefois avec un monsieur que je ne sais pas si vous le connaissez, qui tenait un magasin à Chaumont, il s'appelait Scordel. C'était un juif. Alors il était venu, mais lui, il avait un fusil, et son camarade de Dijon aussi. Alors on allait faire, moi j'avais qu'un fusil de chasse. C'était pas suffisant. Mais enfin, c'était suffisant pour tuer un homme. Parce qu'on tirait avec des chevrotines, hein, pour tuer des sangliers. Alors là, on allait au-dessus de la côte de Vignory à Franck, sur le dessus. Et alors, quand il passait un convoi, quand il passait on tirait et on avait toujours pour avoir un repli en cas qu'on soit découvert. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'on pouvait, d'au-dessus de Franck, on pouvait regagner la forêt de l'Étoile sans sortir de la forêt, juste à traverser la route de Marbéville à Vignory. D'accord. Alors, quelle était votre opinion finalement sur les soldats allemands? On a entendu votre épisode du vol de votre vélo, mais non, c'était pas suffisant. Mais votre opinion sur les soldats allemands qui occupaient votre département, la Haute-Marne, suite à l'application de l'armistice qui plaçait la Haute-Marne dans la zone occupée? Votre sentiment vis-à-vis des soldats allemands? Oh, pour nous, c'était l'ennemi. Alors, j'avais mon frère qui avait été fait prisonnier, qui s'avait engagé volontaire. Mon frère Victor, le plus grand des... Et puis, qui avait été fait prisonnier. J'avais mon beau-frère aussi, le mari de ma soeur, qui était fait prisonnier. Alors, je n'avais que c'était la revanche, coûte que coûte, de toutes les façons. Alors, on a même été sur son cou, on a pris un passe-partout la nuit et on a coupé les arbres. On les avait déjà commencés, puis on les a coupés en dernier pour que 2-3 arbres. Alors C'était quoi? Couper des arbres pour les mettre sur une route ou? Pour que les Allemands, les convois des Allemands soient ralentis. D'accord. Bien, alors maintenant, deuxième partie, refusée. Pourriez-vous nous rappeler ce qui a poussé votre famille à quitter l'Italie et quand votre famille a quitté l'Italie? C'était déjà pour l'emploi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Alors, et puis aussi à l'arrivée de Mussolini.
parce que papa, dans ce moment-là, il chantait pas l'international, mais c'était quelque chose dans ce genre-là, de l'Italie. Donc en fait, il était plutôt opposé. Avanti il popolo. Donc il était opposé à Mussolini. Ah ben oui, vraiment opposé. Hein. Et quelle était votre opinion à propos du maréchal Pétain au début du régime de Vichy? Ben parce qu'il a collaboré. Alors on n'était pas d'accord avec lui. Et puis beaucoup, quoique à ce moment-là, il y avait à peu près 50% de la population qui collaborait. Ah oui, ça j'ai encore pas peur de le dire aujourd'hui. Peut-être au-delà, mais enfin, j'ai dit 50%, je suis modeste. D'accord. Et justement, ce qui nous intéresse, nous sommes ici au Mémorial Charles de Gaulle, aviez-vous entendu parler du général de Gaulle? Et à partir de quand, à peu près, en avez-vous entendu parler, si vous en avez des souvenirs? Ben, du fait qu'on n'avait pas la radio dans la forêt, on l'a entendu dire par toujours les bûcherons qui venaient travailler dans la forêt de l'Étoile, qui nous donnaient des informations. D'accord. Et alors, on a appris, tout à l'heure, vous avez commencé à l'évoquer, on a appris que le déclencheur définitif de votre engagement fut une convocation du consulat d'Italie de Nancy, vous intimant l'ordre de partir pour l'Italie faire votre service militaire. Oui. Alors, est-ce que vous sauriez nous dire à peu près à quelle époque, quand? Eh bien, j'allais avoir 20 ans. Alors, je reçois du consul de Nancy, le consul d'Italie, pour aller me rendre pour faire le service militaire en Italie. Ben, je pensais d'aller servir ce salaud de Mussolini. Alors, pour rappel, donc, vous deviez donc, d'après cette convocation, servir dans l'armée fasciste de la République de Salo de Mussolini. Oui, il aurait fallu que j'y aille. Et donc, elle était restée l'alliée de l'Allemagne nazie à compter du 3 septembre 1943. Elle était restée, cette partie de l'Italie était restée alliée de l'Allemagne nazie à compter du 23 septembre 1943. Oui. Donc là, on affiche donc une carte du territoire qui était contrôlée à l'époque par la République de Salo de Mussolini, et parce que le gouvernement italien avait conclu un armistice secret avec les Alliés en Sicile le 3 septembre 1943, et qui fut annoncé officiellement à la radio le 8 septembre. Donc, en refusant de répondre à cette convocation, avez-vous mis en danger votre famille qui demeurait domiciliée dans la forêt de l'Étoile à Juzencourt? Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de problème, mais on le prévoyait. Parce que, bon, n'étant pas rendu à la convocation pour aller faire le service militaire en Italie, un jour, je m'attendais que la famille ait des répercussions, mais il n'en a pas eu. Heureusement. Il n'y en a pas eu. Alors maintenant, on a vu la partie comprendre et on a vu la particularité de votre parcours avec cet isolement dans un milieu très rural. Est-ce que vous pourriez nous expliquer donc votre motivation à résister et tout d'abord, dans un premier temps, comment vous avez réussi à rejoindre la résistance? Comment avez-vous réussi à faire partie d'un maquis? Combien de temps cela vous a-t-il pris? Eh bien, ça a été très difficile. Parce qu'une fois, il y en avait dans les bois à côté de Soulaine. Alors, Soulaine d'Huy, hein, c'est ça. J'ai pris ma bicyclette, parce que j'avais emprunté une bicyclette, et je m'avais rendu à Soulaine. Et quand j'ai arrivé, ils m'ont dit, mais les Allemands, sauvez-vous, les Allemands, ils viennent faire des perquisitions, ils viennent faire la fouille, ils viennent arrêter les gens à Soulaine. Alors, j'ai repris ma bicyclette, j'étais bien content de pouvoir m'en aller. Et puis, j'arrive à Champeau, là que je vois qu'il y avait des arbres qui avaient été coupés, c'était un genre d'épines. Comme des ronces, quoi. Oui,
Non, mais c'était un grand arbre qui était au bout d'un jardin, alors qu'ils avaient coupé l'arbre pour barrer la route. C'est les Allemands, hein, c'est pas. Et donc, vous avez réussi ensuite, donc cette première tentative du côté de Soulaine, lui, n'a pas fonctionné. Non. Et donc, non. Donc, alors, combien de temps cela vous a-t-il pris au final? Eh bien, ça m'a pris jusque que je me suis engagé. Mais auparavant, vous aviez quand même réussi à intégrer un maquis? Non, je n'ai pas réussi parce qu'il y en a eu beaucoup des maquis qui étaient dans la région, qui ont été attaqués par les Allemands. Donc, vos actes de résistance ont plutôt été des actes isolés avec quelques amis, comme votre ami de Chaumont, Oui, de couper des arbres sous la voie ferrée, de déboulonner un rail. D'accord. Donc, c'était de la résistance spontanée, mais pas forcément dans le cadre de structures officielles. Ben non, c'était pas officiel. Donc, est-ce que vous étiez nombreux? Non, visiblement, vous nous avez dit que vous faisiez des opérations à 3 quand vous agissiez seul. Oui. Enfin, en petit groupe isolé. Très bien. Et les actions que vous en avez menées donc contre les Allemands, contre des convois, des voies de communication, vous nous l'avez expliqué, dans la vallée de la Marne et sur la route qui relie Saint-Dizier à Chaumont. Vignory et Franck, enfin, Saint-Dizier et Joinville. D'accord. Alors, comment s'est passée ensuite la fin de l'action combattante que vous avez opérée? Donc, vous avez arrêté ces opérations à partir de quand? Du jour que j'ai pu m'engager. Quand vous avez pu vous engager? Alors, je me suis engagé à la libération de la Haute-Marne. Quand le canton de Vignory a été libéré. Et il a été libéré par des troupes alliées, mais de quel? Les Américains. Les Américains sont arrivés en premier. Oui. D'accord. Donc là, vous avez choisi. Et après ça, il y a eu je ne sais pas, c'était la 2e DB aussi qui a. D'accord, qui sont venus dans le secteur. Donc à partir de là, votre choix, c'est de combattre dans l'armée de la libération. Alors, pourriez-vous nous raconter votre engagement, les conditions particulières de votre engagement dans l'armée de la libération? Eh bien, je suis allé m'engager, c'était à Saint-Dizier. Alors, voilà, on me dit, c'était un adjudant-chef qui était dans un bureau. Et il me dit, voilà, vous êtes étranger, il n'y a guère que la Légion étrangère. Alors, je n'ai pas hésité un instant de m'engager à la Légion étrangère. Et je crois que je m'en suis bien tiré. Parce qu'à la Légion étrangère, on avait des hommes qui commandaient, qui étaient aguerris. On avait beaucoup moins de pertes que les autres unités. Ah oui, on l'a vu bien des fois. Ça se comparait à peu près à 50%. 50% de pertes en moins. D'accord. Donc, vous estimez avoir intégré une unité assez efficace. Mais est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps a duré votre formation militaire? Oh non, j'en ai pas eu. D'avoir un fusil, c'était le fusil, hein, mais je ne sais plus comment, le fusil américain. Garand. Le Garand. Alors après ça, on avait la mitraillette Thompson. Les grenades, les quadrillés, et puis les offensives. Voilà, bon, c'est tout le matériel qu'on avait. Et, bon, du fait que je faisais partie de la 5e DB, on était quand même des défenseurs des champs. C'est-à-dire qu'un village ou une forêt, on faisait le nettoyage avant que les chars passent, parce qu'il y avait les Allemands qui étaient dotés d'une Panzerfaust, leur arme individuelle, qui faisait sauter un char. Comme des sortes de bazookas. C'était facile pour eux. Alors, nous, il fallait faire le nettoyage.
D'accord. Donc, pour revenir à ça, donc là, ce dont vous nous parlez, ça se passe vers la fin de l'année 1944, vers le mois de novembre, octobre-novembre 1944. Oui, oui, oui. Alors, pour préciser les choses, votre unité donc, à la Légion étrangère, c'est le régiment de marche de la Légion étrangère ou 3e régiment étranger d'infanterie qui fait effectivement partie de la 5e division blindée du général de Vernejoul. Oui. C'est une division, comme vous l'avez expliqué, équipée à l'américaine. Elle est fragmentée en 3 combats de commande. Les numéros de ces combats de commande sont les numéros 4, 5 et 6. Et un combat de commande comprend des chars d'assaut Sherman, vous en avez parlé, des chars américains. Ils appartenaient au 1er régiment de cuirassiers, des automitrailleuses M8 à 6 roues et des chars légers Stuart du 1er régiment étranger de cavalerie, encore des légionnaires, qui s'occupaient de la reconnaissance. Des canons automoteurs de 105 mm Priest du 62e régiment d'artillerie d'Afrique, ainsi que parfois des chasseurs de chars du 11e régiment de chasseurs d'Afrique. Et vous-même, donc, vous étiez des fantassins, des soldats combattants à pied, transportés sur des chenillés américains ou Half-Track, et vous apparteniez à la... On montait 2 sur le devant d'un Sherman. Et d'un char, donc? D'un char. Et alors, un d'un côté, un de l'autre. Et puis, alors, on veillait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là pour faire sauter le char. D'accord. Parce que les chars sans l'infanterie, ils n'avaient plus lieu d'être. Ils n'auraient pas pu attaquer. C'était pas que le canon. Hein. Les fantassins qui fassent le nettoyage avant que les chars passent. Si on ne voulait pas, parce que dans une rue, quelqu'un planqué avec leur arme anti-char, il faisait sauter le char. Donc, il fallait faire le nettoyage des rues avant que les chars passent. D'accord. Donc, vous apparteniez à la 7e compagnie du 2e bataillon du régiment de marche de la Légion étrangère, qui faisait partie du combat de commande numéro 4. Donc, c'est l'unité interarmes dont on a vu tous les véhicules tout à l'heure. J'ai fait les recherches pour justement... Merci. Et donc, vous étiez donc l'infanterie chargée d'accompagner les chars Sherman, et le chef du combat de commande numéro 4 était le colonel Schlesser. Il y avait le commandant Allot aussi. Alors ça, je pense que c'est un échelon inférieur, probablement. Et donc, les véhicules dans lesquels vous étiez transportés correspondent à ceux que nous affichons à l'instant, donc sur l'écran partagé, comme celui-ci. Oui. Voilà. Alors maintenant, pour essayer d'entrer un peu plus dans le détail et puis nous faire partager votre expérience, pourriez-vous nous raconter votre participation à la guerre conventionnelle de la première armée française du général de Latte de Tassigny contre l'armée régulière allemande sur le sol français? Alors, je vous fais une proposition. Je vous propose de nous parler du combat de la ferme du Bas d'Orbais, dans les Vosges, au-dessus de Colmar, en Alsace. Alors, ce combat s'est déroulé du 13 au 15 décembre 1944. Votre compagnie, la 7e, commandée par le lieutenant Allot, effectivement, y aurait vaincu un bataillon allemand d'assaut composé d'élèves officiers allemands de l'école de K de Colmar. Je suis franc, j'y ai pas participé. Vous n'avez pas participé à cette fameuse opération? Non, vous voyez, je pourrais vous dire oui. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous raconter une autre escarmouche ou quelque chose dans les Vosges ou votre baptême du feu peut-être? Oh, oui, ça a été plus que le baptême du feu, parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Choisissez pour nous faire partager un petit peu votre expérience, parce que ça devait être quand même quelque chose de compliqué. Surtout, nous en étions accompagnateurs, c'est-à-dire qu'une forêt. Donc, le passage d'une forêt. On passait devant les chars à pied pour nettoyer. Dans les rues. C'était ça. On était transportés par les Half-Track. On montait 2 sur un char. Devant un char, sous la tourelle. Pas sur la tourelle, mais sur le char. Oui,
Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça se passait concrètement? Est-ce que vous avez eu des frayeurs? Est-ce que... Ah ben, des frayeurs, j'en ai eu. Je peux dire que quand le premier baptême du feu, quand un moment on me racontait de la guerre, eh ben, là, j'ai eu la frayeur, oui. Je peux dire que j'ai été un petit moment, ça durait peut-être 15-30 secondes au premier combat, et moi que je n'étais plus un homme. Et est-ce que vous sauriez nous dire où s'est passé votre baptême du feu? La première fois que vous avez dû combattre l'adversaire? Le baptême du feu, c'est très difficile. C'est dans les Vosges, en Alsace. C'est dans... Pour vous dire les lieux exacts, je ne pourrais pas vous les dire. D'accord. Alors, le 1er février au soir, la 7e compagnie de votre régiment de Légion est à Vire, un petit village situé à l'est de Colmar. Après les durs combats qui ont été menés au nord de Colmar par la 5e division blindée, la 1re division française libre et la 3e division d'infanterie américaine, l'entrée dans la ville est fixée au 2 février, anniversaire du général de Latte de Tassigny. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette journée, si vous l'avez vécue? Je pense que oui. Moi, je l'ai vécue. Et quel fut l'accueil des habitants et à Colmar? C'est pas notre unité qui... On est arrivé avec eux en renfort, mais c'est pas notre unité. Qui a fait la rupture. Je ne peux pas me bonter quand je... Non, mais est-ce que là on voit donc, c'était pas sur cette image, on voit bien des soldats de votre unité qui entrent dans Colmar ou qui défilent dans Colmar avec un fanion. J'imagine que vous avez rencontré le jour que la libération de Colmar, ça a été la fête. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'accueil des habitants, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? L'accueil des habitants, on était mieux accueillis. On était très bien accueillis. Hein. Est-ce que vous avez vu des traces de l'annexion de la ville par l'Allemagne nazie, puisque l'Alsace avait été annexée? Est-ce qu'il y avait des traces de la présence allemande dans la ville? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on était dans les familles, il y a des adultes qui parlaient allemand. Un jour, vous savez, la nuit, sur les pancartes, on trouve des gendarmes. Alors on leur demande où c'était la route. Ils n'ont pas été fichus de nous le raconter en français. Donc la situation la communication était parfois compliquée. Ah ben non, elle était compliquée là. Alors une autre question. Alors bon, c'était un adjudant-chef qui avait une 7 ou 8 années de carrière. Mais croyez-moi bien qu'il leur en a dit des patères de bique. Hein. Ah oui, là. Alors, un autre épisode, alors peut-être que cela vous rappellera quelque chose, mais un aspirant dont le nom de famille était Torquebio, un étudiant en droit à la faculté d'Alger, avait été tué le matin près de la caserne Macaire, donc le jour de la libération, le 2 février. C'était un chef de section de votre compagnie. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode tragique? Mais moi, non, je ne l'ai pas vécu. Non, mais est-ce que vous avez eu des échos de cet épisode? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'était presque un deuil, hein, croyez-moi bien. Alors, le 15 mars 1945, votre régiment de Légion combat en Allemagne. Votre bataillon, donc le 2e bataillon, s'engage dans le massif de la Forêt-Noire le 9 avril. Le 21 avril, c'est la conquête de Stuttgart. Oui. Le combat de commande 4, le vôtre, a pris Sigmaringen, où les collaborateurs du gouvernement de Vichy s'étaient enfuis à l'été 1944. Alors, c'est l'occasion de vous poser une question. Avez-vous personnellement traversé cette ville, Sigmaringen? Oui. Et
auriez-vous, ou en tout cas avez-vous vu, des arrestations de Français considérés à l'époque comme des traîtres? Non? J'ai pas vu. Non, vous n'en avez pas vu? Alors, par ailleurs, les prisonniers de guerre français étaient nombreux, les déportés étaient nombreux également. En avez-vous libéré ou en avez-vous croisé en faisant la conquête de l'Allemagne? On en a beaucoup libéré. Vous en avez beaucoup libéré. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous avez Et des... puis alors, il y avait des Alsaciens qui étaient enrôlés dans l'armée allemande. Oui. C'est vrai, c'était enrôlé, hein. Hum. Et qu'ils levaient les bras et disaient Français, Français. Bien sûr, ils avaient quitté l'arme. Oui, bien sûr, ils avaient été contraints aussi. Ah oui, ils avaient été contraints. Mais ils étaient contents que ça se finisse. J'imagine bien. Donc vous avez eu l'occasion de libérer donc beaucoup de déportés. Vous avez libéré des camps ou des commandos de camps de concentration? Un camp, oui. Un camp de... Enfin, est-ce que vous avez souvenir du nom de ce camp ou non, j'ai pas... C'était dans quelle région? Près de quelle grande ville? Au fond, c'était dans l'Alsace. Hein. Ah, c'était carrément du côté alsacien. Ah oui, du côté alsacien. Donc dans l'Alsace annexée, il y avait des commandos aussi. C'était pas en Allemagne, mais on en a libéré aussi en Allemagne. En Allemagne aussi, oui. Et en Allemagne, vous n'avez pas souvenir des lieux en particulier? Ah, vous savez. Non, mais je sais que... Non. Pas particulièrement. Mais je les ai vus. Je les ai vus qu'ils ont venu sans les armes, bien sûr. Ils ont dit, on est français. D'accord, ok, oui, donc des soldats enrôlés, des malgré-nous, oui. Des malgré-nous alsaciens et lorrains. Mais on ne peut pas leur reprocher quelque chose. Moi, je dis de moi-même, il y en avait peut-être des volontaires, mais moi, je crois qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas volontaires. Donc, qui ont subi cette situation. Mais il y en avait des volontaires, attention. Hein. Ce n'étaient pas les plus tombants. Alors, le deuxième bataillon, toujours le vôtre, donc prend l'Indo au bord du lac de Constance, passe en Autriche et prend Bregenz. Donc, et vers 12h30, le 7 mai 1945, oui. Le message parvient aux légionnaires les plus avancés. Oui. Alors, je cite entre guillemets. Il était 20h. Ah, pour vous, il était 20h, mais vers 12h30, c'est le 7 mai 45. On l'a reçu à 20h. D'accord, donc c'est parvenu aux unités bien plus tard. Et croyez-moi qu'on l'a fêté. J'imagine bien. Les anciens, ils avaient toujours. Il fallait avoir de l'eau dans les bidons, mais ils avaient toujours. Donc le message était les hostilités avec l'Allemagne. Moi, je n'en buvais pas, mais eux, il y avait les anciens. Qui arrosaient, donc, et qui ont arrosé cette victoire tant attendue. Ah ben, vous pensez. Donc le message était les hostilités avec l'Allemagne cessent à compter du 7 mai à 1h41. Ah, c'est en Autriche, là. Hein. Oui, exact. La capitulation, comme nous le savons dans notre académie, a déjà été signée à Reims. Je ne me rappelle pas exactement du lieu. Mais ça doit être peu après la prise de Bregenz par votre unité. Je pense que c'est un petit peu après, en Autriche. Oh, je crois. Je ne voudrais pas préciser quelque chose. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, vous étiez engagé pour la durée de la guerre. Oui. Donc, votre engagement, en théorie, prenait fin. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter votre démobilisation? Est-ce qu'elle a été facile? Est-ce que vous avez obtenu une permission pour revoir votre famille? Alors, j'ai eu une permission déjà quand j'étais en Alsace. D'accord. Donc, pendant les combats d'Alsace, avant ou après la prise de Colmar? C'était au repos. Après la prise de Colmar? Oui, au repos. Alors, j'avais triché. Hein. J'ai pas peur de le raconter parce que j'avais un de mes camarades qu'il avait été prévenu sa femme avait accouché. D'accord. Alors, il avait une permission exceptionnelle. Alors, moi, bon, c'est vrai qu'on aimait bien venir faire un tour à la baraque du bois.
Alors, là, j'avais triché. Je sais pas, je refuse pas de dire mes fautes. Alors, j'avais écrit chez nous, je ne l'avais pas écrit, je l'avais donné à celui qui allait faire ça. Il avait une permission exceptionnelle que sa femme avait accouché. Alors moi, je l'avais donné un papier qui dise que ma mère est très gravement malade. D'accord, je comprends. Voilà. Alors, bon, là, je peux dire que je suis pas un héros. Mais on a le droit aussi d'avoir J'avais triché un peu. On a le droit d'avoir ces quelques faiblesses. Alors, est-ce que vous pourriez nous non, parce que, vous savez, on aimait revoir la famille. Ben, j'imagine. Après les épreuves que vous aviez passées en Alsace, en Allemagne, par la suite, vous alliez passer en Allemagne et en Autriche, effectivement. Alors, pourriez nous raconter votre démobilisation, puisqu'en fait, vous êtes une situation particulière. Vous étiez donc dans la Légion étrangère. Oui. Alors, comment s'est passé, en fait, votre départ de l'armée? Ça s'est passé facilement? Vous savez, quand on a été ramené en Algérie, d'accord, on ne nous a pas laissé en occupation en Allemagne ni en Autriche. D'accord. Donc, vous êtes parti en Algérie, qui à l'époque était administrée par la France. À Mascara. D'accord. Mais du bon vin, mais moi, j'en buvais pas. Mais à Mascara, ça a été très difficile parce qu'ils ne nous libéraient pas, parce que moi, c'était l'engagement pour la durée de la guerre. D'accord. La guerre était finie, mais il y avait encore la guerre au Japon. Exact. Alors, quand ils ont lancé la bombe à Hiroshima, la bombe atomique, là que j'ai pu être libéré. D'accord. Tant que la guerre avec le Japon n'était pas terminée. Là, ils nous maintenaient sous les arbres. D'accord. Et donc, vous êtes allé donc en Algérie, à Mascara, et donc ça s'est passé comment, alors, votre démobilisation concrètement? Vous êtes resté à Mascara? Oui. De Mascara, bon, il fallait aller à Sidi Bel Abbès, au centre D'accord, de la Légion étrangère. Donc, vous êtes allé à la maison mère de la Légion étrangère, à l'époque, donc Sidi Bel Abbès. Oui. D'accord, pas très loin d'Oran. Ah non. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur place? On vous a laissé partir sans difficulté. Donc vous avez. Et quelle a été parce que vous étiez considéré comme italien finalement, c'est pour ça que vous êtes engagé à la Légion étrangère. Oui. Donc quand vous avez été libéré de. Si vous voulez bien. Oui. Mon contrat était. Je m'avais engagé pour la durée de la guerre. Donc, il y en avait qui étaient engagés, par exemple, pour 3 ans, ils avaient encore 1 an à faire. D'accord. D'autres, ils avaient 2 ans encore à faire. Alors, ils restaient en Algérie. Et ceux qui avaient 3 ans encore à faire, ils s'en allaient en Indochine. D'accord. Il y avait le tri, hein. Alors, camarade ou pas camarade, c'était là. On a été. C'est pas vrai. Vous avez été séparés, d'accord. Et donc vous, la date exacte de votre libération, vous vous en souvenez? Oh, c'était au mois de octobre, peut-être. Donc à la fin de l'année 1945. Ah, oui, au mois d'octobre, parce que quand je suis revenu d'Algérie, il y avait la tempête quand on a embarqué à Oran. On était sur un petit Liberty, un petit cargo qui n'était pas chargé. Et la tempête, quand on a passé dans le golfe du Lion, alors là, on croyait qu'il allait se renverser. Je dis, on ne va pas retrouver la terre ferme. D'accord. Bien, eh ben, je vais maintenant vous poser une question plus d'actualité, en quelque sorte. Quand vous repensez à votre expérience de jeune qui a subi l'invasion et l'occupation allemande, qui les a refusées, qui a mis sa vie en jeu dans des actes de résistance, puis dans l'armée française pour libérer la France, votre patrie d'adoption,
en quoi votre exemple peut-il éveiller chez les jeunes collégiens et lycéens l'envie de renoncer parfois à l'individualisme symbolisé par leur téléphone qu'on dit parfois intelligent? Ça serait très bien qu'ils veulent nous écouter. Donc là, je pense que vous en avez l'occasion. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de la signification de s'engager au service de l'intérêt général, qui finalement n'a pas d'apport, ça n'a pas d'intérêt matériel, mais par contre, ça a un intérêt à caractère moral et un caractère d'exemplarité. Je vais dire une chose, il aurait fallu encore le service obligatoire. Donc, voilà. vous pensez qu'en fait, le service militaire est ça serait que deux mois. Mais le service obligatoire, on devrait le faire faire aux jeunes. Donc, savoir obéir, le respect. Oui, c'est la vision que vous avez, vous qui vous êtes engagé en fait pour servir un pays qui finalement était votre patrie d'adoption. Oui, oui. Donc vous l'avez en fait choisi. Vous avez fait énormément de choses par choix. Ah, parce que moi, la France, c'est ma patrie d'accueil. Et je l'ai défendue. Je l'ai défendu, je l'ai fait de bon cœur, c'était la patrie. Ma patrie d'accueil, c'était la France. Et j'étais content quand j'ai pu, j'ai demandé, parce que mon frère, Victor, était le plus âgé des trois frères. Il s'avait engagé aussi en 40. Il avait été fait prisonnier. D'accord. Et lui, il est devenu français. Tout de suite. Tout de suite. Par engagement. Par engagement. Tandis que moi, par engagement, il fallait faire une demande. Je n'ai pas eu de difficulté. Mais enfin, il fallait faire une demande. Et je trouve ça bien. On fasse une demande parce qu'il y a des étrangers qui naissent, qui sont français et qui n'aiment pas leur patrie. Donc vous avez vécu cette expérience en fait, oui. Vous avez mis en jeu votre existence pour votre patrie d'adoption. Oui, pour ma patrie. Donc c'est quelque chose de très important pour votre ligne de conduite. C'est un homme. Donc vous pensez que c'est important de s'engager pour quelque chose qui dépasse l'intérêt strictement matériel, mais s'engager pour les valeurs de la République. C'est dommage ça serait que 2 mois. Je dis 2 mois. Parce que nous, bon, j'ai engagé. J'ai fait une période militaire. Alors que il n'y avait pas de service militaire, les gens n'en faisaient pas. Moi, j'ai fait une période militaire. Une période de 3 semaines. Au 3e régiment, non, au 1er bataillon de la garde républicaine. D'accord, vous avez donc fait une période où vous avez servi en plus. Voilà, oui. D'accord, ok. Très bien. Oui, parce qu'on faisait une période militaire encore à l'époque. On vous rappelait, quoi, pour servir le pays. Ah oui, c'était normal. Parce qu'avant 1940, il y avait quand même Le service militaire était déjà obligatoire. Non, oui, le service militaire obligatoire, mais il faisait tout de même une période militaire. De formation. De formation. 1 mois, je crois, qu'ils allaient en manœuvre. D'accord. Voilà. Très bien. Ça, c'était bien à l'époque. Maintenant, peut-être qu'on n'a plus besoin de ça. Enfin, à l'époque, c'était bien. En tout cas, Monsieur Rotilio, nous vous remercions. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que tous les participants à la formation, tous les collègues enseignants ou les membres d'associations intéressés à la mémoire ou au sujet mémoriel qui relève de la résistance ou de la déportation, vont pouvoir vous poser des questions. Et c'est mon collègue Alexandre qui va prendre la médiation de façon à donner la parole successivement à tous ceux qui le souhaitent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu des questions et l'avoir fait avec sincérité. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un éclairage de quelqu'un qui était sur le terrain
avec son œil à lui, avec son point de vue à lui, et qui permettra peut-être, je l'espère, à des jeunes qui seraient intéressés à vous écouter. Ça serait souhaitable. Ben, je pense qu'ils tireront quelque chose de cette expérience. Ah oui, parce que... La vôtre, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Bien, donc j'ai déjà des questions qui apparaissent. Je vais donner la parole donc à Mathieu Pourril. Oui, bonjour. Je voulais demander à M. Rotilio s'il avait dû tuer des Allemands, par exemple. Et si oui, bah, quel souvenir il en garde? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'ai vu des Allemands qui sortaient... Plusieurs. Non, mais qui sortaient de leur abri, qui se mettaient à genoux et ils visaient. Et j'ai eu le bonheur, j'étais plus leste que moi, qu'ils ont tombé dans le trou. Hein. Et ben là, c'était moi ou eux. Mais là, j'ai eu sur les oreilles comme oh, toujours. Mais enfin, là, cette fois-là, j'étais vraiment visé. Hein. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu, je n'ai pas. Oui, si, normalement. Oui, Mathieu vous a entendu. Pas... Oui, merci. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Thomas Garcia. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, c'était les conditions dans lesquelles vous avez fait l'exode, si vous avez été attaqué, hein, comme on pouvait voir dans les vidéos, par les convois aériens, etc. Oui, alors j'ai le malheur aussi de pouvoir aller faire l'exode. Et on est allé jusque de Marbéville, jusque de l'autre côté de Montbard. En Côte d'Or. En Côte d'Or. Et croyez-moi que c'était vraiment la misère. On peut dire la misère. Mais est-ce que vous avez subi des mitraillages dans les colonnes d'évacuation? Ah oui, oui. Quand vous étiez à cheval avec les charrettes? Il y a eu l'aviation. Oui. L'aviation qui nous a pilonnés. À la mitrailleuse qui venait presque en rase-motte. Et alors, quand il faisait un tour, parce qu'on s'avait réfugié il y avait une petite forêt, on s'avait réfugié dans la forêt. Et alors, quand on entendait l'avion de revenir, alors il y avait quelques arbres, alors on se mettait de l'autre côté de l'arbre. Alors, croyez-moi que j'ai eu quand même peur avant d'avoir fait la guerre. J'avais 16 ans quand même. Hein. Bien, merci Monsieur Rotilio. Je vais laisser la parole à Monsieur Daniel Roche. Oui. Oui, bonjour Monsieur Rotilio. J'aurais voulu savoir, d'abord merci pour votre témoignage qui était vraiment très intéressant. J'aurais voulu savoir si vous aviez rencontré d'autres nationalités dans la Légion étrangère, et notamment des Espagnols. Les Espagnols? Oui. Oui. Alors, il y avait beaucoup d'Espagnols. Il y avait beaucoup de Belges. Il y avait des Italiens. Il y avait des Portugais. Il y avait des Allemands. Je dirais d'autres. Il y avait à peu près toutes les nationalités. Hein. Et est-ce que vous en avez côtoyé, alors des Espagnols, les Espagnols que vous avez côtoyés, c'était des républicains, j'imagine? Oui, c'était des gens qui savaient engager, qui avaient un avenir, pour avoir un avenir. Moi, il me semble. Mais vous n'avez pas discuté avec eux de leur engagement politique ou de leur point de vue? Non, jamais, jamais. D'accord.
ils ne vous ont pas raconté des histoires qui étaient liées à leur parcours. C'était. Comme ils savaient que vous étiez italien, peut-être que vous auriez pu avoir des confidences. Ah ben peut-être, non, mais enfin, non, c'est pas trop. Mais il n'y avait pas beaucoup d'Italiens quand même. D'accord. Il y avait beaucoup de Portugais, Espagnols, Belges, Allemands. Aussi, mais des. Et dans les unités, par exemple, votre compagnie, vous étiez avec des gens de toutes les nationalités ou est-ce qu'il y avait des regroupements qui étaient faits par sympathie ou par… Oh non, non, on avait tous le même idéal. Hein. On avait tous le même idéal. Celui qui était engagé à la Légion étrangère, c'était la maison familiale. C'était une patrie dans la patrie. Ah, c'était une patrie dans la patrie, oui. Donc, est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à votre expérience à la Légion étrangère? Avez-vous gardé des relations amicales avec des camarades, justement, de combat? Ben, j'en ai plus guère, malheureusement. Oui, mais quand vous étiez plus jeune, j'avais un petit Alsacien qui s'avait engagé à Sainte-Marie-aux-Mines qui avait 16 ans. Et il n'avait aucune corpulence, parce qu'il y a des enfants maintenant à 16 ans que c'est des hommes, enfin la corpulence d'un homme. Mais ce petit Alsacien-là, il avait été habillé avec des habits tout neufs. Alors, il fallait qu'il retrousse les manches des bas, il fallait qu'il retrousse les manches des jambes. Et puis, il avait encore les capotes, c'était un gamin. Mais on l'a quand même protégé. Alors là, il montait, quand on attaquait, il était à la commande de la mitrailleuse qui était sur pivot, les Astra. Alors nous, on attaquait, on était devant, et lui, il entendait des balles siffler. Alors, pour se protéger, il tenait la mitrailleuse comme ça, et il se baissait pour être le corps protégé contre le blindage des Astra. Et alors, des fois, il a fallu le faire arrêter parce qu'il nous aurait tous tués. Donc il tirait à l'aveuglette? À l'aveuglette, comme ça. Il tenait là, et il mettait sa tête dans l'abri. D'accord, donc c'était parce qu'il avait certainement la crainte un peu de la situation, quoi. Ah ben oui, ben, c'était un gamin. Quand vous dites un gamin, vous évaluez son âge à 16 ans? Ben, il avait environ… Oui, il venait d'avoir 16 ans. D'accord. Et donc, en théorie… il n'avait pas la corpulence d'un homme, c'était un gamin. En théorie, il n'aurait pas dû s'engager à 16 ans. Non. Pourtant, enfin, c'est quand on est passé en Alsace, c'est là qu'il s'est engagé. D'accord, ok. Parce que son père a été déporté. D'accord. Enfin, il était dans l'armée allemande. Et son frère. Donc, ils étaient malgré nous. Donc, en fait, ils voulaient participer à la libération. Et il a voulu participer. C'était Chautel. Ah, vous vous souvenez même de son nom? René Chautel. Oh, ben, vous avez bonne mémoire. Il est venu à la maison, il était content. On l'a reçu. Et puis, on est allé le voir en Alsace, hein, aussi. Ah oui, mais c'était un gamin. Et il a été protégé d'ailleurs, hein, parce que même les chefs, quand ils voyaient la corpulence. Et ensuite, au retour, quand vous êtes rentré dans votre patrie au Marnaise, les relations se sont établies comment avec les habitants, tout simplement, du fait de votre parcours, de votre engagement? Oui, ben, les jeunes. Oui. Les jeunes. Ils nous prenaient peut-être pour des feignants. Au départ, quand vous êtes rentré? Non, mais quand on est rentré. Ah oui, non. Alors là, il n'avait aucune reconnaissance.
Donc, juste à votre retour d'Algérie, donc, oui, vous avez estimé qu'à l'époque, vous n'aviez pas une grande reconnaissance de la part de la population. Pas de reconnaissance des jeunes. Des plus jeunes. Oui. Là, croyez-moi, Et donc, ça n'a pas eu est-ce que ça a eu un impact positif dans votre vie ensuite ou dans le métier que vous avez pu exercer, les métiers que vous avez pu exercer, votre expérience? Est-ce que les gens vous ont plutôt bien perçu par le fait que vous aviez eu cette expérience de combattant? J'ai eu quand même des gens qui ont été reconnaissants. D'accord. Ah ouais. Dans les plus âgés. Parmi les personnes les plus âgées. Ah ouais. Donc, des gens qui vous ont remercié en quelque sorte, ou en tout cas qui vous ont tendu la main. Ça, ils ont été reconnaissants. Parce que j'ai cru comprendre que venant d'Italie, vous étiez installé dans un logement assez précaire dans la forêt de l'Étoile. Bah oui. Hein, donc, ça veut dire que la situation n'était pas socialement des meilleures pour votre famille. Je vais vous dire une chose, j'ai arrivé dans la forêt de l'Étoile, j'avais 2 ans. C'est pas grand. Quand j'en ai ressorti, j'avais 20 ans. J'ai grandi avec les hommes. Donc, par la suite, quand vous en êtes sorti, vous avez eu donc des contacts avec des gens qui vous ont, entre guillemets, tendu la main et qui ont fait des choses pour vous. Ah oui, suite à votre parcours remarquable. Oui, il n'y avait pas que des sauvages. Ah non, on a été des gens qui ont été reconnaissants, mais il n'y en a pas. Pas comme on aurait dû y être, comme ils auraient dû être. Très bien. Je vais donner la parole à Mathieu Pouril. Oui, donc une autre question. Pour revenir au mémorial, est-ce que monsieur peut nous repréciser que représentait donc De Gaulle pour lui? Est-ce que c'était quelqu'un d'important ou finalement pas tellement après le 18 juin? L'importance du général de Gaulle. L'importance du général de Gaulle, c'était… Dans la partie conflit, c'est-à-dire que quand vous avez appris son existence, peut-être par les bûcherons qui vous racontaient ce qu'ils entendaient à la radio, mais, quelle est l'importance qu'il a eue pour vous quand vous avez fait le choix, par exemple, de ne pas servir la République de Mussolini? Je vous dis, j'avais mon frère Victor qui était prisonnier. Mon beau-frère. Parce que lui s'avait engagé au 28e régiment d'artillerie de Chaumont. D'accord. Donc c'est que mon beau-frère était de carrière. D'accord, qui était militaire de carrière. Et puis ils ont été prisonniers tous les deux, ils ont fait 5 ans tous les deux. Mais donc par rapport à ça, le général de Gaulle, à partir de quand est-ce que pour vous c'est un personnage qui devient un personnage important? C'est ça que voulait savoir Monsieur Pouril. Il est venu la première fois. Parce que je suis allé au défilé de la Victoire à Paris depuis l'Autriche. Depuis l'Autriche. D'accord. J'ai pris en GMC jusqu'à Strasbourg, le train jusqu'à Paris, et j'ai venu au défilé de la Victoire descendre les Champs-Élysées. D'accord. Avec le képi blanc. D'accord, donc en tant que légionnaire de l'armée de l'Âtre. Ah oui, la première armée française. Et donc là, vous l'avez côtoyé, Charles de Gaulle, vous l'avez vu ou il vous a passé en rue? On l'a vu en personne parce que il venait de temps en temps dans ses visites privées, sans garde. Alors, il a visité tous les petits villages aux environs de Colombey. Sans garde. C'était après-guerre, ça, monsieur. C'était après-guerre, ça, monsieur Rotilio. C'était après la guerre quand vous étiez… Oui, après la guerre, oui, bien sûr. Je ne l'ai pas connu avant. Mais quand vous avez fait le défilé, vous l'avez quand même vu? Ah oui. Place de la Concorde. D'accord. Quand on a défilé de la place, de la Porte d'Italie jusqu'à la place de la Concorde, il était… Alors, quand on a défilé, quand on a passé devant le général de Gaulle, à la Concorde, on nous a dit tête gauche.
Voilà, et il fallait toujours défiler droit avec la tête gauche. C'était des souvenirs inoubliables. Et je suis content d'y avoir participé. Je m'en aurais voulu aujourd'hui de n'avoir rien fait. Ah oui, je vous garantis que je m'en voudrais. Mais je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et donc, le général de Gaulle, il représentait quoi, par exemple, quand vous combattiez dans l'armée française? Quand on combattait, je ne connaissais pas. Oui, je me doute, mais est-ce que vous avez vu des images, des portraits de lui? Enfin, vous avez. Non, jusqu'alors. Non, il n'y avait pas de diffusion de son image. Non, j'ai pas jamais. Vous saviez que c'était le chef de la France? Oui, de la France libre. D'accord. Mais ensuite, avant de l'avoir vu à Paris, vous n'avez pas côtoyé des représentations du général de Gaulle? Beaucoup. Ah non, je l'ai vu qu'à Paris, place de la Concorde. D'accord. Donc ça, c'est en 1945, à l'été 1945. Ah oui, défilé de la Victoire. On était parti de l'Autriche pour aller défiler à Paris. Et j'en ai fait partie parce que tout le monde n'en a pas fait partie. Parce qu'il y avait de la sélection pour le défilé. Tout celui qui ne portait pas le fusil bien, allez, sortez des rangs, parce qu'il y avait un certain contingent qui venait à Paris. Alors, tout celui qui ne savait pas porter le fusil à l'épaule, dehors. Alors, moi, j'ai tenu le coup, parce que j'y tenais de le dire au défilé de la Victoire à Paris. Et est-ce que vous